Alors bonsoir à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour déjà une 382e rencontre Vlil. Et ce soir, on a donc la chance de recevoir Sabrina Champenois pour Les Suppliciés d'Apoigny dans Lyon, dans le département de Lyon, aux éditions évidemment 10-18 et maintenant Libération et non plus Society, on en parlera tout à l'heure. Et ensuite, Guillaume Thion, La disparue du cinéma, et de là, c'est direction l'Alsace, évidemment, aux mêmes éditions. J'ai une tendresse particulière pour cette collection et pour la collection de True Crime aussi aux États-Unis, dirigée par Elsa Delachaire, qui est là aussi. Vous pouvez aussi poser des questions aux éditeurs dans ces rencontres et Alix Garnier. Merci à tous d'être là ce soir. Alors déjà, je suis ravi de voir que la collection se dirige en France, ce qui veut dire que on peut affirmer qu'on est finalement aussi des monstres en France, autant qu'aux États-Unis, ou en tout cas certains individus sont tout aussi ignobles qu'outre-Atlantique. Pas de jalousie pour le coup. On a aussi notre lot de personnes extrêmement noires. Ce soir, la soirée risque d'être peut-être un peu glauque, mais c'est aussi l'être humain qui est ainsi. Sabrina et Guillaume, vous êtes journalistes pour le journal Libération et c'est pour le coup pour cette raison que vous êtes aussi en collaboration avec les éditions 10-18. Vous avez travaillé dans différents secteurs au sein du journal jusqu'à atterrir jusqu'à celui de société que vous occupez tous les deux actuellement et qui vous conduit donc à écrire un livre chacun sur une affaire, un fait divers des années 80 à 90 pour tous les deux. J'aimerais savoir finalement comment vous avez eu cette idée-là. Est-ce qu'Elsa y est pour quelque chose? C'est possible, j'imagine aussi. Racontez-nous la genèse déjà de votre travail en tant que journaliste à Libération et comment vous avez eu envie de développer cette affaire, ces deux affaires qui sont à la fois mystérieuses et extrêmement noires. Alors, sur la genèse de cette collection, elle vient de Elsa, qui un jour m'a contacté, que je connaissais, qui m'a contacté pour me demander si Libération accepterait de participer à cette nouvelle collection, déclinaison de l'édition 10-18 Society aux États-Unis, mais ce coup-ci sur des affaires criminelles françaises. Ce que le journal a accepté, et du coup, nous nous sommes retrouvés avec Sabrina à écrire chacun un des deux premiers opus. Très bien, parfait. Je Alors peux maintenant, peut-être juste, pardon, je peux juste compléter, Anthony, si tu bien veux sûr. bien. C'est qu'en fait, nous, on avait le choix et enfin, on voulait vraiment se développer sur le territoire français. Et en fait, Libération a quand même une vraie grande spécialité de faits divers. La fait diversière très emblématique, ça reste Patricia Tourangeau qui n'y est plus, mais qui y a été pendant des années. C'est un journal qui a une façon très particulière de traiter le fait divers. Déjà, c'est un quotidien, donc c'était aussi intéressant pour nous. Et on voulait l'ancrer de façon régionale, comme les États-Unis le sont par État. On voulait garder cette identité-là. Donc, c'est comme ça qu'on a commencé à travailler ensemble. Et après, je vais laisser Guillaume et Sabrina expliquer comment sont arrivés les sujets. Mais voilà, le contour du partenariat, c'est élaboré comme ça. Très bien. Alors, on va en effet rentrer dans le vif du sujet avec deux affaires à la fois différentes et à la fois avec certains points communs là aussi. Pourquoi ces deux affaires-là? Pourquoi avez-vous choisi ces deux affaires-là? Est-ce qu'elles vous ont marqué au fer rouge il y a quelques années? Est-ce que vous étiez au courant de ces affaires-là? J'imagine que oui, mais par quel biais, par quelle envie particulière vous aviez envie de travailler sur ces deux affaires? Alors moi, pas du tout, hein. Je ne connaissais pas du tout cette affaire. Quand on a commencé à réfléchir sur les sujets, moi je me suis dit que je voulais travailler sur la séquestration parce que c'est une situation, un thème que je trouve particulièrement, en tout cas pour moi, choquant et interrogeant. Sachant aussi qu'il y a dans mon travail de journaliste, quand je travaillais au service portrait, j'avais fait une rencontre qui m'avait saisie. C'était celle de Natacha Campouche, dont qui a été le personnage d'une affaire vraiment terrible en Autriche, où elle a été enlevée quand elle était sur le chemin de l'école et elle s'est échappée 12 ans ou 13 ans plus tard. Elle avait été retenue tout ce temps-là par un type qui s'appelait Pricopile et qui l'avait mise gardée dans une cave. Et elle avait fait un livre où elle avait raconté tout ça. Et
c'est à cette occasion-là que je l'avais rencontrée. Et j'avais été saisie par le fait qu'elle était toujours là-bas, en fait. Elle était avec nous, mais elle n'était pas là. Elle répondait de manière très, à la fois automatique et étrange, décalée. Et d'ailleurs, en Autriche, ça avait posé problème. On lui avait reproché ça, son attitude bizarre. Et moi, je m'étais dit, mais évidemment qu'elle est bizarre, cette fille. Enfin, on ne vit pas un truc pareil en ressortant de là intacte. Et donc, moi, ce que j'ai fait, c'est quelque chose d'assez basique, sachant que la feuille de route aussi était de s'emparer d'une affaire jugée et pas trop récente, pas trop couverte. Donc, j'ai tapé séquestration France années 80-90 dans Google. Et il y en avait un certain nombre. Et je me suis arrêtée sur celle-ci parce que à Poigny, moi, j'en avais jamais entendu parler. Il y avait deux filles. Les coupables étaient un couple. Et les filles s'en étaient sorties. Et ça, c'était quelque chose qui me tenait aussi à cœur. Et donc, voilà, c'est comme ça que je me suis lancée sur ce fait divers dont je ne savais absolument rien. Et qui, alors que moi, je suis plutôt quelqu'un qui s'intéresse aux faits divers depuis assez longtemps. Et en fait, il a été à la fois par moments bien couvert et par d'autres absolument pas. Donc, il est passé pas mal en dessous des radars. Et donc, c'est comme ça que je suis partie vers Huguette, Michaela et après. Et Pardon. Ouais. oui, Elsa, pardon. Non, Vas-y. je voulais juste proposer que Guillaume coupe son ordi parce qu'on se demande s'il n'y a pas quand Ouais. même un écho Mais avec il est son. coupé, je crois. Et ouais, Non, il est mais J'ai coupé. tout coupé, peut-être hein. Mais je peux couper l'image aussi, regarde. parce que l'écho est fort et si ça se trouve, la réponse des deux haut-parleurs, ce qu'on se disait avec Alix, peut jouer. Voilà, on ne sait jamais. Alors, on va voir, c'est Merci. on jamais. Avant de parler de la disparue du cinéma, je rebondis sur ce que vous disiez, Sabrina, c'est qu'il y a quand même un fort écho avec l'affaire Pellico, clairement, avec les suppliciés d'Apoigny. Il y a évidemment des différences, mais il y a quand même aussi le fait que différents notables soient impliqués. Il y a beaucoup d'écho finalement aussi avec cette affaire-là. Comment vous expliquez la En fait, différence concrètement? je dirais oui, superficiellement, mais fondamentalement non, en fait. D'abord, vous dites qu'il y a des notables qui sont impliqués, mais on n'en est pas du tout sûr. Dans l'affaire Pellico, je ne pense pas qu'il y ait des notables vraiment qui soient d'ailleurs impliqués. Je ne crois pas. Alors moi, en fait, la seule chose que je vois en commun, c'est le nombre d'hommes qui ont participé à ça. Mais sinon, euh, pour Apoigny, il s'agit en aucun cas de quelque chose d'intrafamilial. Elles n'ont pas été sous soumission chimique et il y a eu des tortures et actes de barbarie. Et dans l'affaire Pellico, on peut quand même souligner que et la police et la justice ont extrêmement bien fait leur travail. Et même, on pourrait rajouter, moi je le rajoute toujours, le vigile qui a demandé à la femme qui avait été filmée dans le centre commercial sous sa jupe par Pellico, et le vigile insiste pour qu'elle aille porter plainte. Sans lui, je ne suis pas sûr que l'affaire Pellico aurait éclaté comme ça. Et ensuite, il y a la police, les flics, qui décident d'aller faire une perquisition chez Pellico et d'aller le voir dans son ordinateur. Eux, ils ont vraiment. Et ensuite, la justice fait son travail aussi, alors que, en l'occurrence, dans l'affaire d'Apoigny, ni la justice ni la police n'ont fait leur boulot. Question d'époque aussi. Clairement, au niveau des outils technologiques, c'est pas les mêmes forcément 40 ans après. Il y a aussi des différences de poids de l'enquête, clairement, Oui, mais dans l'affaire d'Apoigny, l'enquête, on peut dire qu'elle n'a pas eu lieu, en fait. en effet. C'est-à-dire que les Dunant, donc les coupables, ils avouent dès le premier jour où les flics descendent dans le pavillon, tout de suite ils disent oui, oui, on a bien fait tout ça. Et ce seront les seuls avec un sous-fifre, Grima, qui seront dans le box. Les 30, 40, 50 bonhommes qui sont passés par le pavillon, pas un ne sera inquiété. C'est quand même très étonnant. En effet. Guillaume, c'est à vous pour raconter comment vous en êtes venu à cette disparue du cinéma, là pour le coup qui est peut-être encore moins connue que les suppliciés d'Apoigny, j'ai l'impression. On a l'impression que vous avez déniché une affaire très surprenante. Alors oui, c'est une affaire très surprenante, mais qui a quand même donné lieu
donc, qui s'est passé en 1995 et qui a donné lieu en 2009, je crois, à un fait d'entrée d'accusé. Il y a eu ensuite des podcasts sur cette affaire, que ce soit notamment un dernier plus récent podcast plutôt des DNA, des dernières nouvelles d'Alsace, mais il n'y avait pas encore de livre écrit sur le sujet. Et du coup, quand il s'est agi de chercher une affaire, ma première piste, moi, c'était une autre affaire, mais qui n'avait pas de coupable, donc qui est un cold case, qui est encore à l'instruction, on va dire. Et on a décidé avec Elsa de privilégier quand même, pour lancer la collection, des affaires où il y avait une résolution. Et à ce moment-là, je me suis rappelé de cette affaire-ci pour tous ces éléments particulièrement déroutants et j'ai commencé à la traiter, quoi. Voilà. Ce qui rapproche vos deux affaires aussi, c'est l'incongruité, c'est le côté extrêmement surprenant de chaque élément. On a l'impression que plus on avance dans vos enquêtes, et plus ça va loin, plus les faits sont terribles, plus on a du mal à y croire. Je n'ai pas arrêté de surligner constamment en mettant en avant la folie de chaque individu, mais en même temps, il n'y a pas de folie. C'est ça que vous mettez aussi en avant, c'est que ces hommes, puisqu'il ne s'agit que d'hommes, comme souvent, ne sont pas si fous que ça. Toutes les expertises psychologiques basent leurs faits sur le fait que finalement tout le monde est plutôt sain d'esprit et machiavélique, mais en tout cas sain d'esprit. Ça, c'est quelque chose aussi que vous mettez en avant tous les deux dans vos romans. Pas dans vos romans d'ailleurs, ce sont plutôt des Les récits, livres, oui. même si on a l'impression que la fiction dépasse souvent la réalité. Racontez-nous aussi cette volonté de mettre à nu la banalité du mal, ou en tout cas l'être humain qui n'est pas fou, qui n'a aucune folie en lui, mais qui par contre prend des décisions totalement au-delà de surprenantes. Oui, parce qu'en fait, c'est assez, ça serait assez pratique de se dire, bah, ces types sont complètement, oui, monstrueux, monstres, hein, c'est quelque chose qui revient beaucoup dans les faits divers. Ce sont des gens qui sont différents de nous, quoi. Mais en réalité, ces gens, le coupable chez Guillaume comme les coupables chez moi, ce sont des gens qui, apparemment en tout cas, ne présentent aucun signe de, je sais pas, de situation particulière. Ils sont bien insérés, ils travaillent, ils vivent dans des conditions apparemment très classiques, etc. Et en fait, c'est ensuite, enfin, avec le fait divers lui-même, qu'on se rend compte ce que peut dissimuler la normalité. C'est-à-dire, oui, monsieur peut aller, en l'occurrence, Claude Dunant, le coupable principal dans l'affaire d'Apoigny, il peut aller pendant la journée bosser dans son entreprise de surgelés et le soir bah, violer, torturer, infliger les pires sévices à deux jeunes femmes qu'il a piégées, quoi, et faire venir des bonhommes pour faire la même chose avec une sorte enfin, un menu avec des tarifs, etc., pour les différents actes de torture, quoi. C'est inimaginable. Mais c'est ici, maintenant, dans un petit patelin, bien sous tout rapport, voilà. Mais c'est la réalité, la société, elle est composée de ça. Et ces gens ne sont pas euh, des monstres hors normes, quoi. Monsieur et Madame tout le monde. Concernant Roland Mogg, donc la personne qui a tué Carole Prin, il a été expertisé par différents psychiatres avant son passage en cour d'assises, et il n'y a ni abolition ni altération du discernement. Et c'est vraiment quelqu'un de, comme vous dites, fou, un terme un peu vague, générique, mais il n'est absolument pas à traiter de cette façon-là. C'est quelqu'un qui est très organisé, qui a une vie tout à fait normale, qui travaille, qui a des enfants, mais qui a une particularité psychologique de compartimenter toute son existence, et ce depuis un bon moment. À l'époque des faits, il a 35 ans à peu près, et on se rend compte que depuis une dizaine d'années, depuis finalement la naissance de son premier enfant, parce qu'il a eu des enfants d'un premier lit, il a commencé pour des raisons qui ne sont pas vraiment de bonnes raisons, évidemment, mais que lui arrive à expliquer. Donc il y a quand même une logique, hein, il y a un raisonnement derrière tout ça.
il a réussi à dissimuler ses enfants, notamment à ses parents. C'est-à-dire qu'au moment des faits, en mai 95, on se retrouve avec un suspect dont les policiers essaient de savoir quel est son rôle vraiment dans cette histoire, dans cette disparition, et dont ils apprennent surtout par la suite que voilà, ses parents ne sont pas au courant qu'ils sont grands-pères de deux de ses enfants, parce qu'ils ne connaissent pas l'existence de ces enfants-là. Et en fait, toute sa vie est organisée ainsi. Toutes les informations le concernant sont fléchées selon différents amis, différentes personnes. Certains savent des choses, d'autres ne le savent pas. Ses meilleurs amis ne sont même pas au courant qu'il a une liaison avec Carole Prin, que Carole Prin est enceinte, car c'est la grande particularité de cette histoire aussi. Le jour de sa disparition, en fait, c'est le jour de son accouchement, donc elle est enceinte de 9 mois. Ses meilleurs amis ne sont pas au courant. Et ce qui est d'autant plus surprenant, c'est que son couple de meilleurs amis, donc la femme de ce couple-ci, avait été elle aussi enceinte à l'époque des faits. Elle est enceinte de 9 mois exactement, avec le même gynécologue que Carole Prin, devant accoucher dans la même clinique que Carole Prin. Ce qui fait qu'elles avaient toutes les raisons de se connaître et de partager cette expérience. Elles se sont certainement même peut-être croisées, mais sans savoir que l'une et l'autre existaient. Alors qu'entre ces deux personnes, il y avait un conjoint et un meilleur ami. Et ça, c'est vraiment un exemple assez révélateur de la façon dont Mogg avançait. Voilà. En sachant que Mogg a aussi eu un plan véritablement extrêmement ficelé pour manipuler, pour dissimuler constamment le corps de Carole Prin pendant des années. Il y a quand même véritablement derrière euh, l'absence de folie est évidente. Alors je pense que là, vous avez plus de batterie à mon avis. Je pense que c'est ça. Je pense qu'il y a eu une panne de batterie, vous vous êtes jeté sur l'écran de manière désespérée. Je pense que c'est une panne de batterie. Confirme Elsa, hein. J'ai l'impression on a la J'ai vie. l'impression, mais je t'avoue que ouais, il y a plus de. C'est bizarre. Ouais. Bon, si tu as des questions en attendant pour la collection, je peux y répondre. Mais Oui, alors ce qui m'a toujours impressionné et frappé que ce soit dans la collection True Crime avec Society ou celle-ci, et c'est ce que je trouve le plus incroyable dans ce que tu as créé, Elsa, c'est le fait de donner la place aux victimes. Contrairement à beaucoup de journaux, de livres qui mettent en avant les serial killers, les tueurs, sur les couvertures et autres, le tueur ou les principaux accusés ne sont quasiment pas cités, voire en quatrième de couverture, mais alors de manière très parcellaire. Je trouve que le fait de mettre en avant les victimes, c'est rare en littérature, et ça fait du bien de voir qu'il y a aussi des éditeurs qui mettent en avant cette partie-là de l'histoire, qui est parfois peut-être moins sensationnelle que l'accusé, mais qui est bien plus importante au niveau humain. alors, il confirme le crash de batterie aérienne. Il m'a envoyé un message. Ouais, alors, je suis d'accord. Et en même temps, bon, il y a aussi, par exemple, le Golden State Killer, où on est plutôt derrière le Golden State Killer dans la collection. Mais c'est vrai que comme l'ambition de la collection est loin d'être voyeuriste, même si on aime tous le fait divers pour ce que ça raconte de la noirceur de l'âme humaine, si on veut faire un projet éditorial de qualité, il faut qu'on raconte quelque chose qui dépasse la seule question du meurtre, en fait. Parce qu'une fois qu'on a résolu le meurtre, en fait, moi, j'ai remarqué, je suis éditrice de polar depuis longtemps, et en fait, les gens, quand ils lisent du polar, ce qu'ils veulent, c'est une narration, des ressorts psychologiques, souvent le portrait du serial killer est un truc qui plaît beaucoup aux gens qui lisent du polar. Mais du coup, pour ça, il faut l'ancrer dans un territoire, dans une époque, dans une sociologie. Et donc, à partir de là, la question de la victime, elle est déterminante. C'est-à-dire que dans les faits, on connaît très bien les chiffres. Les agresseurs sont des hommes et les victimes sont des femmes ou des enfants. Ça ne déroge absolument jamais à la règle. C'est-à-dire que ce soit dans une réserve du Montana avec des Amérindiennes qui s'évanouissent parce qu'on n'a pas d'autre terme pour dire qu'elles disparaissent, ou dans le cadre de jeunes femmes de l'assistance, dans le cadre de Sabrina. En fait, ça raconte la même chose. C'est-à-dire, effectivement, c'est les victimes, mais surtout, c'est des gens qui sont victimisés simplement parce qu'ils sont plus fragiles et plus vulnérables que les autres. Donc, comme on veut raconter un territoire et une époque, la question des victimes, ça ne peut passer que par les victimes, en fait, parce que c'est les victimes qui racontent ces endroits-là.
les serial killers, ils sont atemporels. La mécanique psychologique, ce sera la même chez Hannibal Lecter que chez, j'en sais rien, chez quelqu'un d'autre. En fait, ça, ce truc-là, il dépasse la question du lieu. Et en fait, nous, les collections sont, enfin, les livres sont quand même assez épais, il faut tenir aussi 200 000 signes. Il faut qu'on ait des choses à raconter autour de l'enquête et autour de la simple narration du fait, en fait. Donc, il faut très vite qu'on dépasse ça. Donc, je pense que ça s'explique par là. Et après, bon, après, c'est aussi un choix de positionnement et de regard qui nous semble important d'avoir, parce que sinon, le fait divers devient juste un truc dégoûtant. Et bon, en fait, on ne fait pas le niveau détective, en fait, c'est pas le but. Voilà. Par rapport à la collection, alors évidemment aux États-Unis, ça sera limité par un nombre d'États. Là, pour le coup, pour la France, comment tu vas réussir à découper finalement tout cela? Est-ce que il y a un nombre de livres particulier qui va sortir chaque année? Est-ce que le nombre de départements va aussi évoluer? Est-ce qu'il y a finalement des affaires dans chaque département? Ça, c'est aussi peut-être Oui, une question, ça, mais je techniquement, oui. il y en a partout. L'avantage en plus de l'IB, c'est qu'ils ont des antennes régionales, donc ils ont des correspondants locaux partout. Non, mais oui, oui, après, le découpage, on le garde quand même en lien avec la collection, donc par État aux États-Unis et par département en France. Après, bon, on ne va pas aller forcément sur tous les départements, etc. C'est comme aux États-Unis, c'est-à-dire le but étant d'avoir un ratio assez raisonnable d'époques, d'histoires différentes et de géographies différentes. Oui, l'idée étant de cartographier de la même façon, mais avec le même ratio d'affaires et de choses comme ça. Donc, il faut absolument qu'on panache et qu'on ait des choses différentes selon les histoires. C'est-à-dire qu'on n'aura pas une deuxième histoire de séquestration en Bretagne, en fait. Ça n'aurait pas de sens. Il faut qu'à un moment, tout ça compose un vaste ensemble. Et aux États-Unis, c'est d'ailleurs ce à quoi ça commence à ressembler, en fait. On a vraiment on n'a pas, on a fait qu'un serial killer. En fait, c'est le Golden State Killer en Californie. On ne refera pas ni la Californie ni le serial killer, en fait. Il faut que le motif On est revenu. posé et composite. Oh putain, on vous entend toujours pas. Non. Pitié. On va le faire sur notre téléphone, hein. Toujours pas, vous nous entendez pas? Qu'est-ce qui peut manquer? Qu'est-ce qui peut faire ça? Essaye. Je Ouais, mais non, comprends tu n'entends pas, ça sert à rien. J'essaye de Non, résoudre. je pense que ça. Attends, j'essaie de l'appeler. Je coupe mon son, excusez-moi. À la limite. Oui, Elsa, comment vas-tu? Vas-y, vas-y, coupe le micro parce que tout le monde nous entend en réalité. Alors, en attendant, je vais vous lire le début, du coup, de La disparue du cinéma. Et puis, je vous lirai un autre extrait tout à l'heure. Ça vous fera patienter. C'est un entracte. Voilà. Donc là, c'est La disparue du cinéma de Guillaume Thion. Et je vais lire le début, comme ça, vous serez directement dans la scène. Il est 21h30, ce 17 mai 1995, lorsque le téléphone sonne à l'accueil du cinéma Star de Strasbourg. C'est Carole Prin, au bout du fil, la caissière de l'établissement, qui appelle depuis son domicile. Elle est en congé prénatal. Elle prévient son conjoint, Roland Mogg, projectionniste dans le même cinéma, qu'elle est sur le point d'accoucher. Roland ne s'alarme pas, les contractions, pardon, sont rapprochées toutes les 2 minutes, presque en continu, pas de panique, le couple a un plan. Carole doit se rendre directement à la maternité en voiture. Et Roland se fait remplacer au cinéma, passer par leur appartement, récupérer les chiens de Carole. Deux gros bobtails, puis les déposer chez des amis et la rejoindre à la clinique. Simple. La veille déjà, Carole avait ressenti des contractions toutes les 10 minutes. Elle avait appelé son gynécologue, le docteur Chapat, qui lui avait conseillé de rejoindre la clinique Sainte-Anne, où il est prévu qu'elle accouche. Puis, les douleurs avaient cessé et Carole ne s'était pas déplacée. Elle avait rejoint Roland au cinéma dans l'après-midi, s'était promenée avec ses chiens, espérant que la marche inciterait l'enfant à venir. Et le voilà le lendemain qui pointe son nez. Au Star, Roland applique le plan. Il prévient le docteur Chapat et une fois sa collègue débarquée en trombe pour le remplacer, file à l'appartement où il vit avec Carole. Elle n'y est plus. Il téléphone aux parents de Carole pour leur annoncer la naissance imminente, ainsi qu'au couple supposé garder les chiens pour les prévenir de son arrivée chez eux.
Il laisse aussi un message sur le répondeur d'une amie. Il ne pourra pas lui déposer le livre qu'il devait lui rendre ce jour-là. Puis, il emporte le sac de maternité et le dossier médical que Carole avait laissé dans la chambre du futur bébé, embarque les deux bobtails dans son Opel Kadett et file à Blesheim, à 20 km au sud de Strasbourg, où il arrive chez ses amis vers 22h30. Là, une petite pause, une bière, une discussion. L'ami du couple temporise. Les accouchements, surtout pour les premiers enfants, ne se produisent pas en un claquement de doigts. Roland, nerveux, appelle tout de même Sainte-Anne. Le service des admissions lui signale que personne au nom de Carole Prin ne s'est encore enregistré. Voilà pour un petit extrait de La disparue du cinéma. Elsa, est-ce qu'ils sont de retour ou pas? Non, on dirait pas. Nous sommes là. Ah si, Ah, Vous ne nous voyez Si, pas? oui. Vous nous entendez, c'est bon? on vous entend Eh bien, faiblement, on vous entend. magnifique. Ça y est, reprenons. On n'a Alors, jamais été aussi proche d'une bonne émission. Alors, on parlait tout à l'heure du fait que la collection donnait la parole aux victimes, beaucoup plus parfois que aux accusés, et tant mieux. J'aimerais que vous nous parliez d'elle, finalement. J'aimerais que vous nous parliez d'Huguette, de Michaela et d'Isabelle et de l'autre, même s'il n'y a qu'une seule victime de Carole Prin. Mais en même temps, il y a beaucoup d'autres victimes, finalement, par ricochet aussi. On pense à ce frère jumeau. Euh, une fois de plus, il y a beaucoup de femmes victimes comme souvent malheureusement. Racontez-nous qui était-elle. J'aimerais qu'on leur rende aussi un hommage particulier un hommage particulier, puisqu'elles sont entre guillemets les héroïnes aussi de ces livres. Alors, effectivement, dans cette affaire, c'est l'affaire alsacienne, non? Il n'y a qu'une seule victime, ou plutôt deux victimes. Il y a Carole Prin, dont on a parlé, enceinte de 9 mois, et il y a aussi l'enfant à venir, qui est tué le jour où on devrait normalement le célébrer, le jour où il devrait venir au monde. Qui est Carole Prin? Carole Prin est une femme qui a longtemps connu Roland Mogg, puisqu'ils ont travaillé ensemble dans différents cinémas depuis une dizaine d'années, en étant amis sans entamer de liaison. C'est à ce moment-là de leur vie, après donc plusieurs histoires, plus ou moins importantes, plus ou moins longues. Roland Mogg a donc eu deux enfants d'un premier lit. Carole Prin, elle, n'a jamais pu avoir d'enfant, ce qui est un petit peu sa déception, on peut même dire sa croix. Elle avait fait des parcours de fécondation in vitro qui n'ont pas fonctionné. Donc elle se retrouve à 37 ans, et là, alors qu'ils se connaissent depuis plus d'une dizaine d'années, euh, ils font couple. Carole Prin est une femme qui vient d'un milieu ouvrier de Troyes, dans l'Aube, et qui se retrouve caissière dans un cinéma depuis donc aussi une dizaine, une quinzaine d'années. C'est une femme qui est un peu secrète, qui est un peu réservée et qui pourtant a un certain franc-parler. Ce que m'ont raconté des gens qui l'ont connue et des amis, c'était quelqu'un qui en réalité, donc, euh, on va dire, désirait vraiment plus que tout avoir un enfant, et qui mettait donc ce projet et hélas ses déceptions au premier plan de sa vie. Elle n'était pas intéressée, par exemple, par le cinéma alors qu'elle travaillait dans un cinéma, contrairement à Roland Mogg qui, lui, était projectionniste et qui était aussi on peut appeler ça un passionné de cinéma. Elle voulait absolument fonder une famille, bien que n'y arrivant pas, et avait donc, sinon, d'autres passions. Ces deux chiens, les animaux, et notamment ces deux chiens. Elle vivait avec deux bobtails, qui sont donc des bons gros chiens. Elle faisait du sport, elle faisait du badminton régulièrement. Et ensuite, quand je disais qu'elle est un peu secrète, c'est qu'en entamant cette liaison avec Roland dans le même lieu, qui est donc le cinéma, Roland ne voulait pas que cela s'ébruite, et elle a accepté que cela ne s'ébruite pas. Donc elle avait aussi oui, c'était une personne réservée et un peu secrète, d'après ce que les gens qui l'ont connue ont pu m'en dire. Alors, et quant à vous, Donc, Sabrina? Pardon? Oui, Sabrina? donc, alors, dans l'affaire d'Apoigny, les deux victimes sont deux jeunes femmes de respectivement 19 et 21 ans. La première à avoir été piégée par les Dunant en novembre 83, c'est Huguette.
Huguette, donc 19 ans, et elles ont en commun une autre chose, hormis leur jeunesse, ces deux jeunes femmes, c'est elles ont été placées à la DAS. Elles sont issues de milieux compliqués, on va dire, en limite d'extrême précarité. Et Huguette, elle se fait piéger par Dunant parce il lui faut absolument trouver un travail, parce elle se trouve en situation de ce qu'on appelle une sortie sèche de la DAS, c'est-à-dire qu'à partir du moment où elle a eu 18 ans, on lui a signifié du jour au lendemain elle n'aurait plus droit à aucune aide. Donc elle était acculée, elle allait tout perdre, notamment son logement. Voilà, et il fallait impérativement qu'elle trouve très rapidement de quoi survivre, tout simplement. Et elle est tombée sur cette petite annonce qui proposait de s'occuper d'une vieille dame qu'il faudrait accompagner dans les gestes de la vie quotidienne. Et en plus, il y a eu euh, l'intérêt supplémentaire qu'a constitué la possibilité de loger sur place avec un petit studio qui en fait s'est avéré une cave plus que sordide. Et Michaela donc l'a rejoint dans la cave à Poigny en janvier 84. Et elle, donc 21 ans, également issue de la DAS, mais elle ne se connaissait pas jusque-là. Michaela, au moment d'être à son tour piégée, elle travaille comme serveuse au black, au noir, au travail au noir. Et c'est justement pour essayer d'entrer un peu plus dans les clous de la légalité et d'assurer un peu plus son existence qu'elle répond à son tour à une annonce déposée par Dunant, cette fois à l'Agence nationale pour l'emploi, et rebelote, cherche employé de maison pour s'occuper d'une vieille dame gravataire. Et elle est également complètement convaincue par cette possibilité d'avoir un logement, quoi. C'est un peu, tout est très pratique, c'est à 10 km d'Auxerre, donc on s'éloigne pas tant que ça, etc. Et Michaela va à son tour tomber dans le piège. Et moi, je dirais que bon, elles sont, je trouve, des héroïnes à deux égards. Un, elles ont réussi à survivre à tout ça. Deux, Huguette a eu la présence d'esprit assez formidable de profiter d'un moment où Dunant était absent et seule sa femme, qui était quand même un peu au ralenti, était là, et puis un peu plus compréhensible. Donc, elle l'a laissé accéder à la salle de bain. Et là, Huguette est passée par la fenêtre. Et Huguette a aussi eu la présence d'esprit, moi je trouve folle, d'embarquer au passage des documents, notamment un carnet, agenda de Claude Dunant, sur lequel elle avait remarqué qu'il notait beaucoup de choses, essentiellement les noms des autres, des clients, entre guillemets. Et c'est comme ça qu'elle a pu remettre aux policiers un certain nombre d'éléments qui auraient pu être décisifs pour l'enquête. Et donc voilà, ce sont deux jeunes femmes qui avaient déjà vécu pas mal de choses difficiles dans leur vie et qui là vont carrément vivre l'enfer, quoi. Justement, par rapport aux victimes, vous dites tous les deux en fin d'ouvrage, finalement, quelles sont les personnes avec lesquelles vous avez pu échanger, notamment vous, Sabrina, avec Michaela, qui a accepté ce rendez-vous téléphonique, vous allez nous en parler. Et de l'autre côté, Guillaume, vous ne citez pas les personnes, en tout cas, vous faites quelque chose de plus général. J'aimerais bien savoir avec qui vous avez parlé, comment vous avez pu avoir des informations également, votre matériau de recherche à des personnes qui ont déjà beaucoup parlé, que ce soit en garde à vue ou dans d'autres circonstances, ou en tout cas à des policiers ou à des journalistes. Comment vous avez réussi à changer le paradigme et à essayer d'avoir de nouvelles informations ou en tout cas d'obtenir de nouvelles choses, de nouveaux éléments? Euh, alors, je ne cite pas toutes les personnes à qui j'ai parlé parce qu'il y en a eu quand même un certain nombre et que par ailleurs, certaines n'ont pas voulu apparaître. Euh,
J'ai commencé par les professionnels, c'est-à-dire les avocats, les policiers, les gendarmes, à qui il est relativement facile de parler, car c'est leur métier. Donc 30 ans après, j'ai pu les rencontrer, ils m'ont chacun raconté leur rôle dans l'affaire, leur point de vue. J'ai eu accès à des documents à ce moment-là, les juges aussi. J'ai eu accès à des documents à ce moment-là, et j'ai ainsi pu faire une série de rencontres. Ensuite, il y a eu les proches de Carole Prin. Où là, c'était un peu plus compliqué de pouvoir discuter avec certains d'entre eux, mais au bout d'un moment, on y arrive. Et ensuite, il y a les familles de la victime, mais aussi de Roland Mogg. Et là, c'est beaucoup plus compliqué. J'ai réussi à avoir la sœur de Carole Prin, Dominique Prin, mais je n'ai pas réussi à avoir la famille de Roland Mogg, bien qu'ayant demandé à son avocat. Donc, ça, c'est la partie interview. Ensuite, il y a la partie document. Euh, le problème que moi j'ai eu dans cette affaire, c'est que les faits remontent à 95, la cour d'assises 2001, décembre 2001. Or, ces deux dates correspondent au début de la numérisation, surtout 2001, mais évidemment, certaines pièces seulement ont été numérisées et non pas l'intégralité du dossier, priorité étant aux affaires à venir. Donc, quand je me suis retrouvé à essayer de retrouver le dossier, je tombais sur des gens qui me disaient, bah, j'ai que ça. Dans mon ordi, j'ai que telle ou telle pièce, qui étaient des pièces importantes, souvent des pièces de transmission des pièces qu'on appelle l'OMA aujourd'hui, où il y a un gros résumé de l'affaire de tous les points de vue, qui sont des documents préparatifs à la cour d'assises. Mais je n'avais pas l'intégralité du dossier. Donc les gens me disaient, vous seriez venu il y a 15 ans, évidemment je l'avais. Mais là, j'ai dû faire de la place. Et quand j'ai finalement réussi à avoir ce dossier, qui était donc au fin fond d'archives, là, effectivement, j'ai compris pourquoi il y a quand même 9 cartons très épais avec des milliers et des milliers de pages, et donc que j'ai lu et qui m'ont évidemment beaucoup aidé, et qui retracent l'enquête du télégramme de la disparition jusqu'à la cour d'assises. Et Sabrina, quant à vous? Alors moi, Appoigny, c'est l'affaire d'Appoigny est encore plus vieille que celle de Guillaume, puisque c'est 1984. Donc il y a pas mal de disparus, y compris du côté de la police. Les Dunant aussi. Il y a, enfin, côté protagoniste, enfin, de quel côté qu'on se place, il y a pas mal de disparus. D'ailleurs, Dunant est le dernier, fut le dernier des Mohicans. C'est le dernier qui a survécu finalement. Tout le monde est mort avant lui. Ouais, ouais, à un moment donné, il y a que lui qui avait la clé, quoi. Et alors ça a été un peu particulier. Sur les avocats, j'en ai eu deux qui étaient quand même assez importants puisque l'avocate d'Huguette et l'avocat de Monique Dunant, lui a été particulièrement intéressant parce que c'est Bernard Revest, c'est une figure d'Auxerre, il a fait toute sa carrière là-bas, il a aussi été une personnalité politique, donc il avait un regard qui était assez généreux et je trouvais assez bien argumenté sur l'époque et sur les faits. Sachant que l'avocate Duguette, elle commençait juste, enfin, c'était vraiment son premier procès d'assises, elle venait d'arriver dans la région, donc elle avait moins un scope un peu plus réduit. Après, alors moi j'ai eu beaucoup de mal avec du côté de la justice. Je n'ai notamment pas obtenu le dossier qui censément devait être d'abord aux archives départementales, puis on m'a dit au parquet d'Auxerre, auprès duquel j'ai effectivement obtenu le numéro du dossier, mais jamais on a répondu à ma demande d'accéder au dossier, sachant que, comme dans le cas de Guillaume, eh bien, il n'y a absolument pas eu de numérisation. Donc, ça supposait, voilà, je pense qu'il y a des piles et des piles et des piles de pièces, chose que m'avait déjà dite aussi l'avocat de Monique Dunant, avec des pièces à conviction aussi complètement folles. Enfin, bon, bref, on peut imaginer.
Donc ça a été très compliqué. J'ai eu aussi quelqu'un qui était assez important pour l'affaire. C'était le rédacteur en chef de Lyon Républicaine à ce moment-là. Il y a eu aussi, alors moi je me suis beaucoup aidé avec la presse de l'époque, qu'elle soit locale ou nationale. Et quoi, il y a eu aussi quelqu'un qui a été très généreux, c'est Thierry Fournet, qui est le réalisateur d'une série vraiment excellente qui s'appelle La Conspiration du silence, qui est en fait une traversée de plusieurs, enfin de dizaines, de plusieurs affaires de Lyon, et notamment l'affaire Émile Louis, qu'il a creusé. Il y a eu aussi un monsieur qui s'appelle Pierre Maunoir et qui a été en fait, la personne euh, qui a permis à l'affaire des disparus de Lyon, l'affaire Émile Louis, d'émerger, notamment avec un battage médiatique assez important. Et ces deux personnes, ces deux dernières personnes, Thierry Fournet et Maunoir, ont été importantes aussi pour moi pour accéder en fait à Michaela et à Huguette parce que ils les connaissent très bien. Et d'emblée, bon, de toute façon, d'emblée, dès de tout le départ, l'avocat des filles m'avait dit qu'elles ne parleraient pas parce qu'elles sont toujours traumatisées. Et j'ai quand même insisté, tout ça. Et mon noir m'a dit, si vous voulez, je peux leur demander si elles accepteraient au moins des questions par écrit. Et donc, pendant un moment, j'ai pu poser des questions par écrit, mais alors, ça ne concernait pas les faits eux-mêmes. Moi, en fait, ce que je voulais savoir, c'était surtout ce qu'elles étaient devenues depuis. Parce que les faits, en fait, je les avais, puisque j'ai eu cette chance tout de même que l'avocat de Huguette et Michaela m'avait donné l'ordonnance de renvoi aux assises, qui faisait une quarantaine de pages. Et là, j'avais, en fait, la description de tout ce qu'elles avaient subi. J'avais leurs premières auditions, j'avais aussi les auditions des Dunant. Donc, c'était quand même des choses assez enfin, conséquentes, quoi. Donc, à partir de là, bah, j'ai commencé à trousser tout ça. Mais c'est vrai que le fait de ne pas avoir accès au dossier, ce qui m'a beaucoup, pendant un moment, beaucoup inquiété, notamment parce que, contrairement à Gisèle Pellicot, Huguette et Michaela ont tenu à n'apparaître qu'en huis clos, à ne s'exprimer qu'en huis clos lors du procès. Et ça, donc, la presse, puisque la presse non plus n'a pas eu accès à leurs paroles, ça m'a beaucoup manqué parce que j'aurais vraiment voulu savoir comment elles ont raconté ça au procès. Donc ça a été très difficile, mais dans le même temps, ça m'a obligé après à élargir ma focale. Et ça, c'était très intéressant, tout l'aspect social, historique, euh, notamment de la prise en charge des enfants placés dans Lyon. Comment vous expliquez ces incohérences au niveau de l'enquête, ces carnets oubliés, cette pièce à conviction incroyable de ce listing qui fait finalement beaucoup parler. On a l'impression que c'est un complot et puis on a l'impression finalement que ce carnet n'a jamais existé pour vous, Sabrina. Et de l'autre côté, Guillaume, on a l'impression que pendant des années, pendant 4 5 ans, on a l'impression que l'enquête s'arrête ou en tout cas qu'elle piétine vraiment et que il ne se passe plus grand-chose alors que il n'y a pas beaucoup de suspects en réalité, il ne peut y en avoir qu'un. On a l'impression que seul Roland ne peut être que le suspect principal et pourtant rien ne bouge. La perquisition au cinéma intervient beaucoup plus tard, il me semble, alors que c'était quand même un endroit où sa femme aurait pu aller quand même régulièrement. Il y a quand même des incohérences énormes dans ces deux affaires-là. Alors évidemment, a posteriori, c'est plus facile d'en parler, c'est évident, on est d'accord, mais quand même, j'aimerais que vous nous expliquiez si vous voyez que les choses évoluent aussi aujourd'hui, avec les outils technologiques qu'on peut avoir, certes, mais au niveau de l'enquête, au niveau de la prise d'information, aujourd'hui où de nombreuses femmes déposent plainte pour viol et on ne les écoute pas forcément, il y a quand même une prise d'information, de plainte qui n'est encore pas juste aujourd'hui. Finalement, on le repère aussi dans vos ouvrages. On a l'impression que c'est difficile d'enquêter aujourd'hui. Et depuis 40 ans, et depuis 50, voire 60 ans,
Comment vous expliquez toutes ces incohérences de la justice et sur qui taper sur ces deux affaires-là? Alors, concernant l'affaire Carole Prin, il n'y a pas vraiment eu d'incohérence de la justice. Ce qu'il y a eu, c'est une manipulation et un mauvais départ. C'est-à-dire que toute l'affaire repose sur un coup de téléphone qui est donné le 17 mai 1995 au Cinéma Star à 21h30, où Carole Prin explique qu'elle a des contractions quasiment en continu. Elle se rend à la maternité pour accoucher, comme elle l'avait prévu, avec son compagnon, qui la rejoint ensuite après avoir déposé leur deux chiens chez des amis. Or, quand il arrive à la maternité, elle n'est pas là. Elle a donc disparu. Ce coup de téléphone, c'est Roland Mogg qui discute avec Carole Prin et qui explique tout ça. C'est lui qui le dit en tout cas. C'est lui qui le dit. Mais il dit, je n'ai pas décroché l'appareil, c'est la personne qui remplace Carole, qui est une jeune caissière, qui a décroché et qui m'a ensuite passé le combiné. Or, cette jeune caissière, la première fois qu'elle est interrogée de manière informelle par l'inspecteur de police qui s'occupe de l'affaire, qui est un inspecteur des mœurs qui s'appelle Christian Binetruy, elle dit, je ne me rappelle pas si j'ai vraiment décroché. Et ensuite, quand elle est interrogée formellement en audition, elle maintiendra toujours que oui, elle a décroché l'appareil, elle a reconnu la voix de Carole Prin et elle l'a passé ensuite à Roland Mogg. Ce qui signifie que Carole Prin avait téléphoné de chez elle. À l'époque, il n'y avait pas de téléphone portable. En tout cas, eux n'en avaient pas. C'était forcément filaire. Elle avait téléphoné de chez elle. Donc, elle était chez elle à 21h30. Et elle devait ensuite prendre sa voiture pour aller à la maternité. Mais dès le début, les inspecteurs sentent que ce n'est pas possible. On ne peut pas, quand on a des contractions quasiment en continu, prendre une voiture pour se rendre à la maternité accoucher. Ça ne s'est jamais vu. Donc, quelque chose est très louche. Comme vous le dites, Roland Mogg est immédiatement suspect, d'autant qu'il a une attitude un petit peu particulière. Pas forcément outrancière, mais qui pose question. Selon les enquêteurs disent en fait, il se comporte comme s'il était accusé de quelque chose, alors qu'au début, nous, on l'accuse de rien. Il va même jusqu'à demander aux policiers de vérifier l'aspirateur pour bien prouver Exactement, que mais la femme... sur un prétexte qui n'est pas bon. En plus, il dit, mais vous pouvez vérifier dans l'aspirateur si vous trouvez des cheveux de Carole pour prouver qu'elle habite là, alors que oui, elle habite là. Donc, c'était même pas vraiment opérant ce qu'il proposait. En tout cas, l'inspecteur se dit, il y a un problème avec ce coup de téléphone. Et comme vous le disiez, aujourd'hui, ce serait complètement différent parce qu'aujourd'hui, avec les téléphones portables, il y aurait des bornages, il y aurait des remontées évidentes d'informations qui auraient pu permettre les localisations de chacun. Mais à l'époque, le central téléphonique de Strasbourg, qui régissait en même temps le cinéma et l'appartement, n'avait quasiment aucune information. On pouvait juste savoir que dans la journée du 17, seules 5 unités téléphoniques avaient été consommées depuis cet appartement. Or, l'inspecteur arrive à en remonter 4, mais pas une. Ça peut très bien être Carole qui a appelé, comme ça peut très bien ne pas être Carole qui a appelé. Donc, partant de là, ils n'ont rien pour inquiéter Roland Mogg. Et ce n'est que beaucoup plus tard que, à la suite d'un raisonnement un peu compliqué, l'inspecteur se dira que il faut quand même aller visiter le cinéma pour voir s'il ne s'est pas passé quelque chose au cinéma. Et là, bien évidemment, l'attitude de Roland, qui ne devrait pas être là lors de cette espèce de perquisition un petit peu non officielle et qui en fait se trouve au cinéma, renforce les soupçons des enquêteurs. Mais dans cette affaire, ce qui a vraiment ensuite conduit à l'appréhension de Roland Mogg, euh, encore une fois, c'est un travail de police et de gendarmerie qui est plutôt bien fait, puisque arrivé à 3 ans et demi d'enquête, il n'y a pas de corps, on ne sait pas ce qui est devenu Carole Prin, et il n'y a pas de preuves contre Roland Mogg, ni contre qui que ce soit d'autre, malgré les écoutes téléphoniques, malgré etc. Et c'est là que la juge d'instruction, Sophie Thoman, prend quand même le pari de mettre en examen Roland Mogg en disant, mais il y a suffisamment, enfin un faisceau d'indices suffisamment fort pour que on puisse tenter des assises, même si on n'a pas retrouvé le corps. Et bien lui en a pris, puisque c'est en mettant Mogg en examen et donc ensuite en détention préventive que cette situation va accélérer la découverte du corps. Mais ça, on en parlera peut-être tout à l'heure. Alors, du côté d'Apoigny, je pense que, enfin,
il est évident qu'il y a eu des défaillances euh, importantes, quoi. À la fois lors de l'enquête, enfin, ça a été démontré de toute façon par des rapports établis par l'inspection générale des services judiciaires. C'est-à-dire que ces pièces à conviction qui ont disparu, ça ne s'explique pas, tout bonnement. Alors, notamment l'agenda, il a vraiment existé. L'avocat de Monique Dunant, Bernard Revest, me l'a dit, il l'a vu. Il l'a vu, il l'a consulté. Alors, lui dit que, il l'a consulté et qu'il n'y avait aucun nom important, contrairement à ce que la rumeur disait. Il dit, bon, j'étais très surpris d'ailleurs, il n'y avait que des noms de marchands de godasses. Bon, alors moi j'estime que marchand de godasses ou personne importante, peu importe, ce qui aurait vraiment fallu, c'est que ces 30 ou 40 ou 50 types puissent être traduits en justice. Et donc, le problème, c'est que à la fois, ça va créer une injustice pour Huguette et Michaela, puisque l'ensemble de leurs tortionnaires, on peut dire, ne va pas être traduit en justice. Donc, elles vont avoir un sentiment, un ressentiment très fort. Et secondo, ça va alimenter donc une rumeur qui persiste encore aujourd'hui chez certains, que, en fait, euh, les, les- le montage de Dunant, en fait, ce sorte de trafic d'êtres humains qu'il a mis en place dans sa cave, pourrait impliquer des notables de la région et que c'est pour ça que cette pièce importante, a priori, a disparu. Et donc, de ce point de vue-là, il y a eu je trouve qu'il y a eu une défaillance majeure, quoi. Et lors du procès, qui n'a, soit dit en passant, duré que 3 jours, c'est-à-dire express, quoi, eh bien, la disparition du carnet va être évoquée, mais évacuée aussi bien, quoi. Enfin, c'est très étrange ce qui s'est passé autour de ça. Et dans le rapport de mars 2002, qui va examiner, donc, se pencher sur les manquements dans le traitement judiciaire de l'affaire Dunant, ça va être établi, mais simplement, alors, et il y a des sanctions qui vont être prises, ces rapports ayant été demandés par le garde des Sceaux d'ailleurs de cette époque, qui était Maryse Lebranchu, et 3 ans plus tard, les sanctions qui avaient été décidées vont être annulées, et ces personnes, ces magistrats, ces différents magistrats, vont retrouver leur place. Donc tout ça, crée quand même un sentiment général qu'il y a quelque chose de pas net qui s'est produit, quoi. Et je rajouterais même les 10 ans de prison qu'a fait Dunant. Finalement, il est sorti au bout de 10 ans. Après 6 ans de détention provisoire, ça fait 16 ans en tout. Pour le coup, ça aussi, ça peut paraître extrêmement surprenant puisque vous faites état aussi de liens particuliers qui l'ont fait sortir de manière un petit peu peut-être prématurée. Bah, disons qu'on a l'impression avec Claude Dunant qu'il a toujours une bonne âme Bonne étoile. ouais, pour lui faire comment on dit, Une courte échelle. la courte échelle, quoi. C'est pour le sortir des problèmes. Enfin, c'est très étonnant. Et alors, sur la durée totale de sa détention, j'ai consulté des spécialistes hein, qui m'ont dit, bah, quand même, bon, il avait fait 6 ans. Bon, certes, il a été condamné à perpétuité. Il n'en fait que 10, ça peut surprendre. Mais disons la totalité, 16 ans, il n'y a pas eu meurtre. Disons que c'est pas tant un scandale que ça. Mais en revanche, les différentes aides qu'il a eues tout au long de sa trajectoire, c'est assez stupéfiant. Oui. J'aimerais que vous nous parliez finalement de la manière dont vous avez traité la manière de raconter, puisque d'un côté, pour Sabrina, il n'y a pas de suspense immédiat, Mm. puisqu'ils ont avoué d'entrée de jeu. Les deux Dunant ont avoué d'entrée de jeu, et c'est du suspense à rebours finalement dans l'horreur. On a l'impression qu'on part véritablement crescendo petit à petit dans l'horreur. Et de l'autre côté, Guillaume, vous, au contraire, il y a un véritable suspense. Il y a un véritable thriller qui s'opère devant nous. Pour ceux qui ne connaissent pas cette affaire-là, clairement, on est dans un thriller. Est-ce que vous avez fait des choix, étant donné qu'on est a posteriori et que l'affaire est connue, que les deux affaires sont connues, que
que vous pouviez finalement utiliser toutes les possibilités narratives que vous vouliez. Comment vous avez travaillé la manière de raconter cette histoire-là? Est-ce que vous vous êtes posé des questions sur la narration? Est-ce que sur le suspense que vous vouliez adopter ou pas? Quelles questions vous vous êtes posées? Alors, euh, effectivement, comme vous le dites, ce sont de vieilles affaires donc, qui ont 30 ans, en tout cas, enfin qui a 30 ans, celle de Carole Prin a 30 ans. Et on peut se sentir un peu éventuellement libre de raconter différemment ou d'aller chercher un petit peu ailleurs, de faire quelque chose d'un peu plus oblique. Au début, j'avais pensé à ça en me disant qu'il y avait beaucoup d'éléments qui thématisés pouvaient être très intéressants à traiter. Il y avait la thématique du cinéma, il y a la thématique des enfants, la thématique des jumeaux. Enfin. Et je me disais que thématiser avec l'histoire à l'intérieur pouvait éventuellement le faire. Et en discutant avec Elsa, l'éditrice, qui est là, on s'est aperçu aussi que d'une manière plus efficace, si on prenait précisément le point de vue d'un Strasbourgeois, d'une Strasbourgeoise, qui découvrait au fur et à mesure les informations telles qu'elles étaient divulguées au public, généralement par voie de presse, il y avait, enfin, tout était là pour maintenir un suspense, maintenir l'intérêt, même si l'affaire a été jugée, même si l'affaire est connue, et qu'en gros, c'était une bonne façon de la traiter, juste de la traiter chronologiquement, non pas dans la façon dont ça s'est passé, mais dans la façon dont les gens la recevaient. Et là, effectivement, on se retrouve à ce moment-là face à trois parties. La première enfin, on a appelé l'enquête, qui stagne. La seconde, qui est plutôt qui est plus intéressante, on va dire, à traiter. Encore que j'ai beaucoup aimé écrire la première parce que vraiment, c'était de l'enquête, de je ne comprends pas pourquoi ça n'avance pas, je ne comprends pas pourquoi je n'arrive pas à prouver, mais alors du coup, si je réfléchis, mais alors en fait, cette personne qui me dit ça, etc. Et donc, c'était hyper intéressant à faire, tout ça pour arriver bien évidemment à une impasse, parce que l'enquête n'a rien donné de probant jusqu'à ce que Mock soit mis en examen. La deuxième partie, donc, fait beaucoup plus d'aller-retour entre le présent et le passé. Donc là, on sent l'intervalle des 30 ans. Je suis retourné sur certains lieux. Je fais entrer plus de protagonistes par ailleurs. Donc là, c'est une partie qui est un peu plus complexe, mais qui est un peu différente de la première. Et la troisième, qui est plus cadrée, un peu comme la première, où là, on est sur le procès, on est sur les enjeux et des zones d'ombre. Car en fait, cette affaire a cette particularité-là aussi de plus on avance et plus on arrive à une résolution, plus en fait on se retrouve devant des incompréhensions et voire des impossibilités. La seule chose que l'on sache au final, c'est quelqu'un qui explique avoir tué une autre personne et on doit se contenter de ça parce qu'on n'est pas capable de prouver que c'est la bonne arme, que c'est le bon lieu, que c'est le bon jour, etc. Sabrina. Alors, moi, en fait, je me suis adaptée au fur et à mesure de mes déconvenues, c'est-à-dire notamment le fait de ne pas avoir ce fichu dossier a fait que, ouais, je me suis. Alors, en plus, au départ, j'avais imaginé que je puisse faire le portrait psychologique à la fois des Dunant et des filles, etc. Et très rapidement, ben, j'ai quand même compris que, notamment, ne pouvant pas accéder aux filles, ça allait être très compliqué. Donc là, déjà, il a fallu ben, renoncer à ça. Ensuite, donc pas le dossier, impossible de rentrer vraiment très précisément dans les méandres de ce qui s'est dit de l'enquête, etc. Compliqué. Et du coup, ça m'a obligé donc à élargir et donc à embrasser un peu plus l'époque aussi, les lieux, d'essayer de comprendre, parce qu'il y a une chose qui m'a marqué tout de même, c'est que cette affaire, elle a eu une résonance sur place, alors au plan national, mais encore plus sur place, de manière très sporadique. C'est-à-dire, bon, janvier 84, ok, elles sortent, on découvre l'affaire, il y a des papiers, des articles pendant, mettons, ouais, peut-être un mois. Après, plus rien, pendant 7 ans. Les 7 ans de cette fameuse instruction qui n'a rien donné, 91 procès, quelques articles de nouveau, paf,
Et plus rien. Bon, en 2001, quand Dunant sort de prison, il y a à peine un article dans Lyon républicaine. Bon, après, Dunant décide de lui-même d'accorder une interview à la Lyon républicaine, et là, on a cette grosse interview. Mais finalement, voilà, pas grand-chose. Donc, il y a quand même je me suis dit, mais c'est quand même dingue. Il se passe ce truc horrible, des faits terribles, dont les victimes sont euh, deux personnes qui appartiennent à des populations parmi les plus précaires de notre société, les plus vulnérables, et il n'y a pas une marche blanche, il n'y a pas une mobilisation, il y a pas grand-chose en fait. C'est comme le procès, c'est express, c'est circulé, il n'y a rien à voir, ou alors c'est vraiment trop moche, bon, allez, rangeons ça, c'est sordide, etc. Et donc, ouais, ça m'a intéressé quel était le biotope, qu'est-ce qu'il y a, quel est le terreau, le terroir qui donne, comment c'est possible, quoi. Et donc, à partir de là, bah, j'ai fait des recherches et j'ai, il me semble, trouver des éléments de réponse qui accréditaient que quand même, il y avait un contexte particulier, quoi. Et sans doute, alors peut-être que l'époque, sans doute que l'époque a contribué où les violences faites aux femmes, etc., n'étaient pas aussi prégnantes qu'aujourd'hui, un sujet moins sensible, etc. Et sans doute que la prise en charge de cette affaire n'a pas, enfin, il manquait peut-être une sensibilité à ce genre de violence pour qu'elle soit vraiment bien traitée, quoi. Mais néanmoins, j'ai eu le sentiment qu'il y avait ouais, un terreau favorable aussi. Comment vous expliquez que ces deux affaires et d'autres ne soient pas aussi médiatisées, que ce soit à l'époque ou quelques années après, par rapport à d'autres? On a l'impression qu'il y a une injustice aussi à travers Mm. certaines affaires, Euh, alors que les faits sont tout aussi terribles, voire pires que d'autres. Qu'est-ce qui explique, vous qui êtes journaliste aussi, qu'est-ce qui explique qu'une affaire devient médiatique ou pas, devienne populaire, qu'elle devienne incarnée aussi par le peuple? Qu'est-ce qu'elle dit de notre société? Est-ce que vous vous posez la question? Est-ce que ça vient du journaliste, du traitement de l'information? Est-ce que ça vient des liens particuliers ou du secret de l'instruction? Est-ce qu'il y a des, comment dire, des ressorts qui permettent de dire comment une affaire peut devenir médiatique ou non? Dans l'affaire Carole Prin, il y a plusieurs étapes. Euh, le contexte de la disparition d'une femme enceinte le jour où elle va accoucher, qui ne se rend pas à la maternité, qui disparaît, on ne la retrouve pas, ça intéresse les médias aussi, les médias de toutes sortes. Donc, évidemment, il y a la presse locale, régionale, mais il y a aussi des reprises dans l'AFP et sur TF1. Ça devient un sujet dont on parle au début. Et d'ailleurs, on parlera peut-être de Perdu de vue qui revient Voilà. dans vos deux Perdu de livres. vue, oui, qui a été sollicité par la famille de Carole Prin, et effectivement, il y a eu une émission dessus. Donc au début, l'affaire est médiatique. Ensuite, l'enquête s'enlisant pendant 3 ans, elle perd de l'intérêt pour les médias. Elle n'est juste couverte que par les locaux, les DNA, l'Alsace, qui n'ont pas grand-chose à dire d'autre que, voilà, il y a maintenant 1 an que Carole a disparu, on n'a toujours pas retrouvé le corps, il y a maintenant 2 ans, etc. Et puis ensuite, quand on a la révélation du meurtre, les aveux de Roland Mogg et surtout la façon, le contexte de ce meurtre, qui est assez exceptionnel, à ce moment-là, pour les assises, il y a un regain d'intérêt. Et là, la presse nationale revient et on a du Figaro, Libération, etc. Mais effectivement, je pense que à l'époque, donc 2001 pour les assises, 9 jours quand même, cette affaire est passée comme un fait divers et non pas comme La fait de société. oui, un fait de société ou un cas emblématique de ce qu'on appelle aujourd'hui beaucoup plus volontiers les féminicides. Je pense que si aujourd'hui cette affaire existait, elle aurait bien plus de Mm. retentissement. En tout cas, au moins au moment des assises. Peut-être pas sur les 3 ans
d'enquête un peu stérile, mais la donne est différente aujourd'hui. Sabrina, vous êtes d'accord? Oui, alors c'est vrai qu'il y a le fameux temps long de la justice. C'est-à-dire que, bon, on voit bien, il y a des. Dans le cas d'Apoigny, 7 ans d'instruction, combien de temps pour. 4 ans, en fait. Voilà, ça prend du temps, c'est vrai, ça prend du temps, ça. Et le fait est que les médias ont besoin de l'actualité du fait divers aussi pour en parler. Donc, c'est lié à ça. Mais pour ce qui concerne Apoigny, j'ai tout de même le sentiment que le fait que ces jeunes femmes aient été issues de milieux défavorisés n'a pas favorisé l'intérêt pour leur cause. C'est-à-dire, bon, les faits qui sont, c'est vrai que, alors c'est Maître Bernard Revès qui me disait ça, il me disait, vous savez, parce que je lui ai posé la question là-dessus, vous savez, je comprends pas quoi, comment d'un coup on peut se désintéresser, notamment localement, hein, de tout ça. Il me dit, vous savez, c'était quand même, c'était moche quoi. Ce dont on parlait, c'était horrible, c'était vraiment sordide. Et les gens on n'a pas forcément envie de garder ça, de parler constamment de ça, quoi. C'était, voilà, c'est pas, c'est une matière vraiment difficile. Mais tout de même, je ne peux pas m'empêcher de penser que si ça avait été mais peut-être que je me trompe, hein, je veux bien accepter l'éventualité, que si ça avait été des filles de milieux plus favorisés, avec des familles plus mobilisées, avec peut-être plus de moyens aussi pour faire du battage, peut-être que ça, on aurait plus entendu parler de Huguette et Michaela. Alors, il y a Aurélie qui a une question, parce qu'elle insiste. Elle ne comprend pas pourquoi le procureur appelé par le médecin Duguette a attendu 3 jours. Ah bah alors ça, c'est un bon mystère. Alors, il a été répondu que c'était pour faire des planques policières pour essayer de choper certains clients. Alors, résultat des planques, zéro. Voilà. Et ça surprend d'autant plus que Huguette avait alerté instamment qu'il y avait une autre fille qui était retenue dans la cave, qui subissait les mêmes sévices et qui avait urgence parce qu'elle était en mauvais état. Parce qu'il faut savoir que Michaela, elle n'est restée qu'une semaine, mais elle a décompensé à une vitesse folle et elle refusait de manger. Enfin, c'était terrible. Elle était dans un état catastrophique. Et donc, Huguette a vraiment alerté. Et Huguette sort le vendredi et ils interviennent le lundi, quoi. Voilà. Donc ça, c'est une des grosses anomalies de cette affaire, surtout que, comme Huguette, enfin, comme Michaela le souligne, enfin, me l'a dit, je ne l'ai pas écrit, mais elle m'a dit, mais j'aurais pu mourir en fait. Ils auraient pu réagir du non, il aurait très bien pu se dire, ah bah, je vais éliminer celle qui reste, quoi. Et ce qui est vrai. Donc, c'est une prise de risque folle pour un résultat nul. Les deux, d'ailleurs, les deux victimes sont encore terrorisées et ont toujours Oui, peur. Euh, ben oui, parce qu'en fait, Michaela explique que comme elles étaient cagoulées quand venaient les clients, elles n'entendaient guère que leur voix. Eux, en revanche, elle me dit, eux, ils savent à quoi on ressemble, même si, comme elles étaient cagoulées, ils n'ont pas vu leur visage, mais ils savent grosso modo à quoi elles ressemblent. Donc, elles ont encore peur, les Dunants sont morts, et certains protagonistes sont morts, mais il reste quand même tous ces bonhommes, quoi. Et donc, elles sont sur le qui-vive depuis 1984. Il y a des scènes en effet terribles, très émouvantes aussi. Et de l'autre côté, dans la disparue du cinéma, il y a aussi une scène très émouvante, c'est lorsque Daniel, le frère jumeau, découvre ce corps, scène terrible, la lettre est terrible, découvre le corps avec notamment une prophétie annoncée avec les deux livres qui sont retrouvés aussi dans la cantine, notamment les deux Nigo, assez incroyable. Et l'autre titre, c'est Aimer, mais comment? C'est quand même terrible d'avoir ça aussi dans à côté du corps de cette femme et de cet enfant-là. Il y a vraiment des scènes qui sont extrêmement poignantes, extrêmement douloureuses pour nous, lecteurs aussi. Mais la question plus sous-jacente que j'aimerais aussi vous poser après avoir répondu sur la découverte du corps, Guillaume, c'est dans quel état vous êtes finalement après avoir enquêté?
à travers ces deux enquêtes qui sont, pour lesquelles on a envie de se battre en fait. On a l'impression que, vu comment vous en parlez ce soir, on a l'impression qu'elles vous ont vraiment marqué, qu'elles vous ont ancré aussi. Il y a quand même une puissance de ces deux affaires qui est extrêmement forte. J'aimerais que vous nous parliez de votre expérience après l'écriture et comment vous avez, entre guillemets, survécu à tout cela. Alors, pour en venir à Danny Moog et la lettre, c'est vrai que c'est un passage assez exceptionnel de cette affaire. Roland Moog a un frère jumeau qui s'appelle Daniel. Daniel est la personne qui s'occupe du lien entre ce qu'on appelle la dyade gémellaire, lui et Roland, et le monde extérieur. Donc c'est lui qui communique avec les avocats, c'est lui qui parle aux parents, en fait, c'est lui qui prend en charge beaucoup de choses dans la vie de Roland. Et notamment, c'est lui qui va finalement apprendre à leurs parents que son frère Roland a déjà des enfants qui ont 10 ans. Et quand Roland Moog se retrouve en prison, en détention préventive, il s'agit de, de savoir quoi faire des affaires qu'il a entreposées chez un ami, et notamment une malle. Et à ce moment-là, Roland dit à Danny, qui vient le voir au parloir, jette tout. Et donc, avec un ami commun, il récupère certaines affaires de Roland, dont cette malle, une cantine verte en métal, et ils vont à la déchetterie pour la jeter. Et arrivant à la déchetterie est fermée, car il est midi et demi, elle ouvre à 13 heures, et ça les fait gamberger, cette malle, dont il paraît qu'il y a des livres dedans. Enfin bon, elle est quand même un peu légère pour des livres. Et à ce moment-là, il décide d'ouvrir la malle, et c'est comme ça qu'il découvre le corps. Alors, le corps aurait été découvert, même si ce n'était pas Danny qui avait ouvert la malle, qui était cadenassée. Euh, En allant là-bas et en enquêtant un petit peu, on s'aperçoit que c'était un lieu de trafic et que même s'il n'avait pas ouvert la malle et qu'il l'avait jetée, quelqu'un d'autre aurait récupéré la malle, puisque de toute façon, même vide, comme ils l'ont jetée vide finalement, elle a été récupérée, et que donc le corps aurait été découvert. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est Danny, donc le frère jumeau, qui se retrouve en charge de ça en plus, de la découverte du corps. Et qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va protéger son frère et ne rien dire, ou est-ce qu'il va aller voir la police et condamner son frère, car c'est la malle de son frère et c'est dans cette malle qu'on trouve un cadavre? Il va réfléchir pendant 3 jours avec l'ami avec qui il était. Il va beaucoup boire. Il va écrire une lettre à la juge d'instruction en expliquant que depuis des années, il détestait la justice parce qu'il estimait qu'elle harcelait son frère, qu'elle avait une dent contre lui, alors que pour lui, son frère n'avait rien fait, etc. Et là, il se rend compte que oui, son frère est probablement un meurtrier. Et donc, il se livre comme ça d'une manière assez extraordinaire en disant notamment, c'est moi qui ai appris l'existence de ces enfants à nos parents, c'est moi qui fais le tampon avec les avocats, et c'est moi qui ai écrit cette lettre aujourd'hui. Donc effectivement, c'est un moment hyper douloureux et surtout d'une grande perversité et d'une grande, malheureusement, cruauté pour lui. Il se retrouve dans une situation intenable. Et finalement, il va bien évidemment aller voir la justice et il va, selon ce qu'il dit lui, que dois-je faire, trahir ou trahir? Bon, ben voilà, il va trahir son frère. Après, comment on sort d'une sorte d'enquête pareille et d'une rédaction pareille, bah, on n'en sort déjà pas avec avec le même point de vue que lorsqu'on a débuté. C'est-à-dire qu'en travaillant dessus, en lisant tous les documents, en interrogeant les gens, on s'aperçoit que ah ben, finalement, ce qui peut être intéressant, ou plutôt ce que moi j'estimais intéressant quand j'ai commencé, bah, ne l'est pas vraiment, alors que ça et ça et ça, c'est fondamental. Et notamment, c'est des points très douloureux, notamment le point de l'enfant. Cet enfant qui donc est mort comme sa mère le jour de sa naissance, qui n'aura donc pas vécu. Et on s'aperçoit que cet enfant finalement a peu compté. Il n'a pas compté parce qu'il n'est pas né, donc il n'a pas eu de vraie existence. Il ne compte pas juridiquement parce qu'il n'est pas né, donc il est encore à l'état de fœtus. Et même quand on voit le verdict de la cour d'assises, on se dit qu'il n'a pas vraiment compté dans la décision de culpabilité, ça c'est sûr, mais de peine, puisque la peine de Roland est en deçà de ce qu'avait demandé l'avocat général. Donc, il y a cette idée
de sacrifice en un sens, et en même temps cette extrême fascination pour le mode de fonctionnement dans sa vie, hein, pas sur le nôtre, mais dans sa vie de Roland Locke, qui interpelle pourquoi il compartimente autant, pourquoi il dissimule autant, quelle est sa vraie relation avec le frère jumeau, etc. Et puis il y a aussi le fait de s'immerger tellement, tellement, tellement dans une affaire, de la connaître quand même très, 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 très bien, alors qu'il n'y a finalement plus rien à y trouver. C'est-à-dire que c'est une affaire qui a été jugée, la personne a été condamnée, la personne a été emprisonnée, la personne est sortie de prison. Et en gros, on se retrouve dans une situation où on a une masse d'informations qui est passionnante par ailleurs. C'est-à-dire qu'on voit vraiment le déroulé d'une affaire, la masse de gens qui sont interrogés, on veut en savoir à chaque fois un peu plus, mais c'est assez, c'est comme courir dans du vide, quoi. On ne peut rien y trouver, parce que tout a déjà été dit, tout a déjà été fait, il y a un coupable, voilà, etc. Donc c'est un sentiment très spécial, ni positif ni négatif, mais qui a été très intéressant à découvrir. Quant à vous, Sabrina, Oui, alors moi, je dirais, qu'est-ce que je peux dire? La question, c'était comment on ressort, comment on traverse ça et comment on en ouais, ressort, c'est ça? ouais, mais notamment pour vous, parce qu'il y a quand même des faits extrêmement violents, extrêmement douloureux que vous Ah avez oui, oui. découverts. Oui, oui, j'avoue que notamment la lecture, la première lecture de ce qu'elles ont subi, les détails, puisque c'était totalement détaillé avec les outils utilisés, etc. Ça a été quelque chose, et encore plus de retranscrire ça, de l'écrire moi-même. Je sais pas, il y avait un côté de m'approprier ça, c'était très difficile. Après, ça a quand même, ça a contribué à ma motivation. C'est-à-dire que au fur et à mesure que j'ai compris, que je suis entrée dans cette affaire, j'ai pris conscience de choses comme les ratés de la justice, la, l'insoutenable légèreté, je trouve, avec laquelle on a traité cette affaire, qui m'a motivée dans le sens où je me suis dit, mais c'est quand même super dégueulasse, quoi. Franchement, je me disais ça, c'est dégueulasse, à la fois ce qu'on leur a infligé dans la cave, mais aussi après. C'est-à-dire, on peut dire qu'il y a triple peine, je pense, au minimum. Et sachant que même la prise en charge psychologique a été nulle, tout simplement parce que il n'y avait pas de formation à l'époque et elle est toujours assez embryonnaire pour la prise en charge des violences sexuelles comme de ce type. Et puis donc ouais, ça m'a donné du tonus, on va dire. Et finalement, je me suis dit, bon, il y a cette très bonne série documentaire. Il y a eu comment ça s'appelle, c'est pas Faites entrer l'accusé, mais Affaires sensibles. Il y a eu bon, il y a eu les articles. Et il y avait pas eu de livre jusqu'à présent. Et je me suis dit que même si tout ce matériau préexistant était là, que moi je rajoute mon étage à la fusée, bah, ma foi, pourquoi pas? Et en fait, quand j'ai finalement pu parler avec Michaela, je lui ai posé la question. Je lui ai dit, est-ce que vous comprenez pourquoi je fais ce livre? Et elle m'a dit oui. Elle m'a dit, et je lui dis, mais ça vous va? Elle me dit oui, ça me va. Parce que je lui ai dit aussi que moi j'étais outrée par la façon dont ça a été traité. Donc elle m'a dit oui. Et donc ça m'a aussi fait du bien, quoi, parce que j'avais certainement pas envie sachant que on était tout à fait d'accord. Elle me dit, mais quand même, vous mettrez pas nos noms, hein. J'ai dit non, je mettrai vos prénoms. De toute façon, j'avais déjà écrit quasiment la totalité, puisque ce coup de fil m'est arrivé très très tardivement. Et je dis non, de toute façon, d'emblée, je n'ai écrit que vos noms et prénoms. Elle m'a dit, ah, je vous remercie, ça, vraiment, c'est important pour moi. Donc, euh, donc voilà, à partir de là, je n'ai absolument rien révélé, je pense. Je suis même certaine. Mais néanmoins, j'ai rappelé cette histoire. Et dans cette mesure, voilà, je peux dire que ça me conforte un peu dans le fait d'avoir choisi cette affaire. Très bien. On va prendre une petite photo de groupe avant que vous nous lisiez un extrait chacun de votre ouvrage. J'ai lu tout à l'heure le prologue de La disparue du cinéma pendant que vous étiez en, en coupure Oui, Wi-Fi. en Voilà. clash. Ouais, ouais, mais c'était précisément celui que je m'apprêtais à lire, donc je reprendrai où vous en êtes arrêté. Parfait, parfait. Allez, ben voilà pour la photo. Préparez-vous, Guillaume. Mettez-vous bien dans l'écran. Voilà.
Et c'est bon, parfait, merci. Allez, alors c'est à vous, et bon, on va commencer par Sabrina alors. Oui, je prends mes lunettes, mes loupes. Ils auraient dû être des dizaines sur le banc. Ils ne sont en fait que trois à comparaître. Les Dunant et, côté client, Christian Grima, le sauveur d'Isabelle Ringler, la prostituée qui a précédé Huguette et Michaela dans la cave. Claude Dunant est le premier accusé à s'exprimer. Le commercial est surgelé, comparé pour séquestration, viol, attentat à la pudeur précédé ou accompagné d'actes de barbarie et de torture. Il encourt la perpétuité. Et ce qu'ont raconté Huguette et Michaela, tout comme leur état physique et psychologique, a fait couler une chape de plomb sur la cour d'assises. C'est le procès du sordide pratiqué méthodiquement par un type aux airs de quidam moyen, bien inséré, aux dépens de pauvres filles, entre guillemets, qui essayaient, elles, d'échapper à la misère et de trouver une place dans la société. Claude Dunant ne se démonte pas. S'il ne paye pas de mine, silhouette passe-partout perdue dans une veste trop grande, il choque l'assistance par son aplomb et son détachement. Dunant parle fort, une voix métallique, il pérore par moments. Il est comme étanche, étranger à la nature et à la gravité des faits. Il se tire une balle dans le pied. Son propre avocat en baisse la tête. C'est pourtant une pointure. Maître Jean-Yves Liénard, qui a eu Robert Badinter pour mentor, est un plaideur hors norme, habitué des causes casse-gueule. Sa clientèle brasse large, du caïd à l'acteur, il est tout terrain. L'escogriffe au regard turquoise, surmonté d'une broussaille de sourcils, dit que défendre, c'est essayer d'emporter un peu d'empathie envers quelqu'un qui est au-delà, au départ, répulsif. Humaniser le paria, en clair. La finesse de ses raisonnements a souvent fait pencher le bras de fer en faveur d'accusés pour qui la partie était loin d'être gagnée. Mais Dunant ne lui facilite pas la tâche. Le président de la cour d'assises, Alain Verlaine, qui mène les débats, le regard mi-clos, mezzo voce, mais en touchant juste, lui demande ce qu'il a fait exactement. L'accusé décrit une routine. Oh, toujours la même chose, les fouets, les épingles, le tournevis, le transformateur. Enfin, celui pour les trains électriques, hein. Le tout venant de Dunant est affolant. Si, Sabrina. Et donc, Guillaume, je m'étais arrêté page, page 11, en plein milieu de la page, après Carole Prin ne s'est encore enregistrée, moment où elle Tout à n'arrive fait. Ok. voilà, où elle n'arrive pas à l'hôpital. Donc, on s'en rappelle, 17 mai 95, coup de téléphone 21h30, coup de téléphone machiavélique. Carole se rend à la maternité. Roland va déposer les chiens chez des amis. Il téléphone. Elle n'y est pas. Et donc, vers 23h, le projectionniste se gare sur le grand parking découvert de la clinique. Un agent hospitalier lui confirme qu'il n'a vu passer aucune Carole. Roland s'énerve. Il monte au service maternité, troisième étage, et près des salles d'accouchement, explique la situation à deux sages-femmes. Elles prennent contact avec d'autres hôpitaux, d'autres cliniques, d'autres maternités, ainsi qu'avec le SAMU, cherchent à savoir si une parturiente a été prise en charge dans la soirée, si un accident a pu arriver sur le chemin. Rien. Roland repart vers le centre de Strasbourg. Il sillonne son quartier, proche de la Petite France, à la recherche de Carole, de sa voiture, d'une trace. Et vers minuit 45, il tombe sur trois agents à moto. Leur demande s'ils ont vu Carole, 37 ans, brune, 1,56 m, enceinte de 9 mois. Les agents promettent d'être vigilants. Roland retourne les voir une heure plus tard. Il a localisé la voiture de Carole. Elle est garée à 70 mètres de son domicile, moteur froid, porte verrouillée. De toute évidence, le véhicule n'a pas bougé de la soirée. Les agents proposent à Roland de monter dans son appartement, vérifier si Carole ne serait pas revenue. Dans le deux pièces silencieux de la rue des Serruriers, aucune trace de Carole. Les policiers remontent le long couloir, visitent la chambre de l'enfant, s'arrêtent au milieu du salon, aux trois fenêtres donnant sur la rue, constatent l'absence de toute présence, repartent. À 2 heures du matin, Roland se retrouve seul. Carole a disparu. Merci. Voilà, c'était la fin du prologue. Alors justement, dans ce cinéma, le Star à Strasbourg, qui existe toujours et il s'est passé certaines choses dans ce cinéma, est-ce que vous êtes allé, est-ce que vous vous êtes rendu dans les lieux du crime, que ce soit à Poigny ou à Strasbourg, tous les deux, est-ce que vous êtes allé là-bas prendre la température, regarder
les infrastructures? Est-ce que c'était important pour vous ou pas du tout? Vous ne le dites pas Oui. dans la postface, mais est-ce que vous vous êtes rendu sur place? Est-ce Ah que oui, oui, bien le- sûr. Ça, c'était obligatoire hein, quand même. Et alors moi, une chose qui était bien, enfin oui, je trouve, c'est que en fait, j'y suis allée au mois de septembre-octobre et qui correspondait à peu près à la période à laquelle Huguette a été enlevée. Et donc, ça m'a fourni même des éléments d'atmosphère que je trouvais bien. Mais il y avait notamment ce ciel très laiteux qu'il y a là-bas. C'était, enfin, je sais pas, ça donne, ça, oui, ça procure je sais pas, un sentiment, un état d'esprit. Je suis allée à Poigny. Bon, alors à Poigny, il n'y a pas grand-chose à signaler, hein, c'est vraiment un patelin. Je suis allée devant le pavillon, enfin le pavillon qu'occupaient les Dunants et qui a été entre-temps racheté par un ancien pompier. Je suis pas allée dedans parce que je n'ai pas demandé au propriétaire de pouvoir rentrer. Franchement, j'avais pas envie, quoi. Je sais, de toute façon, je l'ai vu dans la conspiration du silence. Il a réaménagé cette cave en une sorte de garage, atelier de bricolage. Mais rien que d'être devant, quand même, ça fait quelque chose, quoi. Parce que je m'imaginais même la voyant sortir, quoi, passer par la fenêtre. Enfin bon. Et sinon, je me suis un peu baladée dans le patelin. C'était un après-midi. C'était totalement désert. Je suis passée devant la petite mairie. Après, il y a la salle des fêtes avec des annonces pour jouer à la pétanque, tout ça. Et puis, je suis allée au bar du coin. Je me suis posée 1 heure, 2 heures. J'ai parlé un peu avec des gens du coin pour savoir si ça leur disait quelque chose. Alors oui, ça leur dit quelque chose. Mais en revanche, il n'y avait rien de vraiment saillant. C'est-à-dire, oui, c'est horrible. Ah non, mais rien n'aurait pu donner penser à ça. Certains avaient enfin, aperçu les Dunants, mais n'avaient pas grand-chose à dire. Bah, lui, ouais, un petit peu passe-partout. Elle s'habillait un peu court. Mais voilà quoi. Attendez, je vais éternuer. Ah, Pardon. tes souhaits. Et donc, et puis je me suis aussi promenée dans Auxerre, puisque elles, au départ, elles étaient à Auxerre. Elles ont été notamment en foyer d'hébergement à Auxerre. Donc voilà, c'est attraper un peu l'atmosphère de la ville, même si je peux imaginer qu'en 40 ans, la donne a changé. Mais tout de même, ça donne une idée, même ce fleuve Lyon qui est très impressionnant. Enfin, je veux dire, on dit Lyon, mais Lyon, c'est énorme, quoi. Donc, c'est des éléments comme ça, un peu diffus d'atmosphère qui pour moi était très important. Et moi, pareil, je me suis rendu sur pas mal de lieux où s'est déroulée l'affaire, que ce soit l'appartement de la rue des Serruriers, que ce soit le cinéma, même si je n'ai pas eu accès à la cave du cinéma, où Roland Mogg a tué Carole Prin. J'ai contacté le cinéma, bien évidemment, je leur ai demandé si je pouvais venir. Hélas, ils ont refusé en disant, mais il faut nous comprendre. Chaque fois qu'on parle de cette affaire, on a l'impression que c'est passé il y a 2 mois, c'est il y a 30 ans, on n'a pas envie que ce soit un lieu de tourisme macabre, etc. C'est tout à fait compréhensible. Et Bon, en revanche, ça vous a hein, surpris que ce cinéma soit encore du même nom? voilà, ce qui m'a Et, plus surpris, oui, qu'ils soient ouais. encore là, non, ça ne m'a pas surpris, mais qu'ils n'aient pas changé de nom, ça m'a Mm. un peu surpris, mais en même temps, c'est courageux. Ouais, ouais, ouais. Et en même temps, je trouve ça un Courageux. peu. Et donc, pour vraiment, pour que les choses soient claires, le cinéma, c'est un cinéma qui est un important cinéma de Strasbourg, car un endroit où on projette énormément de films d'auteur, où se retrouvent beaucoup de gens en dehors des grands circuits de distribution, qui proposent plein de soirées particulières avec des débats, des interventions, etc. C'est vraiment c'est un super cinéma. C'est dommage que ce soit passé là. Pour... Et donc, je suis allé aussi à la déchetterie, qui a changé donc en 30 ans. À l'époque, il y avait beaucoup moins de moyens de surveillance. Aujourd'hui, il y en a beaucoup plus. Il y a des barrières, il y a des caméras. Je suis allé à la clinique également. Clinique où Carole Prin, malheureusement, ne s'est jamais rendue.
Je suis allé aussi dans le quartier de la Petite France, bien évidemment. Des trajets. Et puis après, bon, bah, à chaque fois que je voyais des gens, il y a toujours un coin de la région qui se dévoilait un petit peu. Très bien. Alors après toutes ces informations plutôt difficiles, on va quand même se détendre un petit peu avec deux questions que je vous ai posées en amont. La première, c'est celle de choisir un auteur méconnu que vous aimeriez mettre au goût du jour, que vous aimeriez remettre en avant. Qui avez-vous choisi tous les deux? Alors moi, j'ai choisi Jim Nisbet, qui est un auteur américain de polar, qui était aussi charpentier par ailleurs. Vous avez été Et Jim critique de Nisbet, polar, pour je crois. moi, c'est une écriture. Alors, moi, je chronique aussi des polars en parallèle, hein. Et pour moi, c'est une écriture vraiment hors norme, hors concours, assez incroyable. Je recommande notamment Injection mortelle, Le démon dans ma tête et Prélude à un cri. Pour moi, ça, ce sont vraiment des livres qui changent, enfin, ouais, qui donnent voir un roman noir très particulier. Et c'était un ami aussi qui est décédé il y a 2 ans maintenant. Donc voilà, tout ça concourt à ce que je le choisisse. Très bon choix. Et vous, Guillaume? Alors, moi, je vais choisir quelqu'un que j'ai redécouvert il n'y a pas très longtemps. Quand j'étais plus jeune, je lisais énormément de séries noires. J'aimais beaucoup, par exemple, James Cromley, etc., qui mériterait d'être redécouvert par ailleurs. Mais là, depuis quelques mois, je ne sais pas pourquoi, je suis dans les séries noires de 1980. Et je redécouvert John Wainwright, la personne qui a écrit À table, qui est à la base enfin, dont l'adaptation Garde à vue de Claude Miller est très célèbre. Et en fait, j'en ai découvert un qui s'appelle Le Bois de Justice. 1978 en Grande-Bretagne, 1982-83, parution française, extraordinaire. C'est un fils de famille euh, contrefait, c'est une sorte de Richard III, lui-même se décrit comme ça, qui, par son aînesse, va récupérer le titre de noblesse de son père quand son père mourra, dont le frère, le demi-frère est très jaloux, le demi-frère va vouloir l'assassiner. Et à ce moment-là, entre les deux, bah encore une histoire de frère, tiens. Entre les deux se crée tout un livre, mais formidable, mais vraiment extraordinaire, et notamment extraordinaire par son premier degré. C'est-à-dire qu'il arrive à nous faire gamberger sur des situations de suspense, par exemple, en posant un piège, en disant je pose ce piège pour que machin tombe dedans. Le piège est là depuis un petit moment, donc nous on se dit, mais en fait, c'est pas machin qui va tomber dedans, ça va être quelqu'un d'autre, et puis il va y avoir quelque chose comme ça. Et en fait, non, c'est bien machin qui tombe dedans, parce que l'intérêt, c'est précisément cet affrontement quasi mythologique entre les deux frères qui va être poussé à son comble. Et vraiment, c'est magnifiquement écrit, hyper original, il y a toute l'ambiance des 70-80, Le Bois de Justice, John Wainwright. Très bien. Alors justement, vous êtes des fins connaisseurs du polar, de polars. Est-ce que ça vous donne envie d'écrire aussi, maintenant que le premier livre est, celui-ci est sorti, en tout cas dans l'univers, on va pas dire polar, mais en tout cas fait divers. Est-ce que ça vous donne envie aussi d'écrire des polars ou de, potentiellement c'est déjà le cas d'ailleurs, peut-être que vous êtes déjà en train d'écrire aussi autre chose. Est-ce que vous avez une envie particulière d'aller dans ce style-là ou au contraire de continuer, comme l'ont fait certains auteurs d'ailleurs de la collection 10-18 et Society, de continuer dans cette collection-là dans un autre département. Est-ce que vous avez des projets en cours tous les deux? Moi, j'ai pas de projet en cours, mais j'ai depuis longtemps un fantasme de fiction que je repousse constamment. Et moi, je me suis dit, quand j'étais en plein milieu de l'enquête sur l'affaire Carole Prin, que je voulais vraiment faire une comédie policière. C'est aussi ça c'est cette espèce de suspension en disant là, c'est très sombre, c'est très noir, mais t'écriras une comédie. Moi, par contre, si je fais un polar, il sera très, très noir. Ouais, Si je fais une comédie, elle sera très très drôle. n'en doute pas. Et ma dernière question, c'est celle du personnage de fiction dans lequel vous aimeriez vous incarner, peu importe le média, pendant une journée. Qui choisiriez-vous tous les deux, Sabrina et Guillaume, et est-ce que vous changeriez sa destinée? Alors moi, je dirais n'importe lequel personnage du mangaka Jiro Taniguchi.
parce que j'adore cette œuvre. Je suis fan absolue. C'est d'une mélancolie incroyable. Et la manière dont il traite les êtres humains me donne follement envie d'être l'un de ces personnages. Et peu importe lequel et peu importe sa destinée, je l'accepterai. Alors, moi, j'adorerais être Watson une journée pour deux raisons. Déjà, pour côtoyer Sherlock Holmes et voir qui était vraiment ce personnage. Et ensuite, pour savoir si, oui ou non, Watson a minimisé ses humiliations. C'est-à-dire qu'à chaque fois, c'est une constante. Holmes méprise Watson tout en lui donnant parfois deux, trois petits compliments. Mais comme c'est Watson qui est le scribe, c'est par lui qu'on connaît les histoires, on ne sait jamais vraiment en fait si ce qu'il raconte est la vérité ou pas, est-ce qu'il minimise, est-ce qu'il minimise pas. Donc, être Watson une journée, je pense que ce serait intéressant. Eh bien, très bien. Merci. Merci à tous les deux. Merci pour vos réponses. Ben, merci à vous Merci à surtout. vous Et donc, et je les désolé remonte, pour ils le sont train de là. vie. Les suppliciés d'Apoigny et La disparue du cinéma. C'est la nouvelle collection de 10-18 et de Libération et on vous la conseille fortement parce que vous allez être surpris une fois de plus du traitement, peut-être un petit peu différent du traitement américain justement, parce qu'évidemment les journalistes vont sur place aux États-Unis, donc il y a un voyage différent aussi, avec la barrière de la langue aussi parfois. Mais là, c'est encore au plus près de nos sociétés finalement. On a l'impression que on a déjà vu ces affaires-là, ou en tout cas certaines se ressemblent, ont des points communs, et en même temps on les connaît si peu aussi à travers les dossiers. On l'a vu aussi avec Sabrina, qui a eu tant de difficultés à avoir accès aux dossiers. C'est aussi une plongée dans la justice et dans l'enquête, mais également à travers les victimes, et c'est peut-être ça qu'il faut en retenir aussi, et on leur rend hommage ce soir également. Merci infiniment à tous les deux, et Elsa et Alix. Merci beaucoup. Merci Merci à beaucoup. vous. Merci beaucoup à vous tous. Merci. Au revoir. Au revoir à tous. Bonne soirée à tous.